Je me souviens plus du tout de quoi je voulais parler. Ah si, des trous de mémoire et de 2 autres bugs de votre cerveau. Allez, c'est parti. Alors le premier bug dont je voulais vous parler, c'est le trou de mémoire. C'est assez fascinant. J'ai découvert qu'il y avait déjà des études dans les années 1960. Dans une étude, on a donné des carnets à des volontaires dans lesquels on leur a demandé en fait de décrire leur trou de mémoire. Donc pendant toute la durée de l'étude. À la suite de ça, il y a des scientifiques qui en ont tiré des conclusions. Ils se sont rendus compte que ces volontaires étaient en moyenne sujets à ces trous de mémoire environ 1 fois par semaine et que quand ils oubliaient un mot, par exemple, ils étaient capables de se souvenir par exemple de la première lettre du mot ou alors du nombre de syllabes, de la sonorité, mais pas du mot. Qu'est-ce qui se passe? Puisque en soi, on n'a pas perdu l'information. Ce mot-là, il s'est pas évaporé de notre cerveau, c'est juste qu'on a du mal à aller le récupérer. Et donc, il y a plusieurs hypothèses qui expliqueraient justement ces trous de mémoire. La première, c'est que dans notre cerveau, on se souvient donc de plusieurs choses. On se souvient de moments, on se souvient de mots. Et en fait, la manière d'accéder à ces souvenirs, eh ben, ce sont des réseaux de neurones qui vont créer des chemins cognitifs. Alors, pour se souvenir d'un moment, c'est plus facile puisqu'il y a plusieurs portes d'entrée. En revanche, pour se souvenir d'un mot, c'est un peu plus compliqué parce qu'on rajoute des informations complémentaires, c'est-à-dire qu'on va rajouter une information de sémantique, par exemple, de la signification du mot, ou une information de phonologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on entend le mot. Eh bien, la manière d'accéder aux mots est plus complexe. Et donc, il faut comprendre que quand on a un dysfonctionnement au niveau de ces réseaux de neurones, ça peut amener à un trou de mémoire. Attends. Là, c'est tard. Attends. Merde, attends. Ah si! Dans la deuxième hypothèse, on part du principe qu'il y a une interférence qui se crée au niveau de votre mémoire procédurale. Alors je vous explique, la mémoire procédurale, c'est tout ce que vous faites en pilotage automatique. C'est vraiment la manière inconsciente de faire les choses. Par exemple, la marche, c'est une mémoire procédurale. Vous n'allez pas décortiquer le mouvement de votre jambe quand vous marchez, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Cette mémoire procédurale, elle est géniale parce que vous faites des choses vraiment sans vous en soucier. Et ça laisse de la place pour faire d'autres choses. En revanche, le point négatif, c'est que vous perdez en qualité. Vous êtes beaucoup moins attentif à ce que vous faites automatiquement. Par exemple, quand vous arrivez au taf et que vous vous demandez si vous avez bien fermé votre porte à clé, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire procédurale du fait de verrouiller cette porte à clé, vous l'avez fait plein de fois, donc vous savez, c'est inscrit en vous, c'est quelque chose d'automatique. En revanche, si vous êtes stressé, fatigué, vous êtes au téléphone avec quelqu'un et que vous fermez votre porte à clé et que vous partez de chez vous, que vous arrivez au taf, et bien là, forcément, vous pouvez avoir ce trou de mémoire en vous disant « mais est-ce que j'ai réellement bien fermé ma porte à clé ?» Le fait d'être stressé, de parler avec quelqu'un, a fait que vous avez été beaucoup moins attentif au fait de fermer, de verrouiller votre porte. Et puis la troisième hypothèse consiste à dire que, effectivement, pour fonctionner, notre cerveau a besoin de glucose, d'énergie. Si vous êtes stressé, fatigué, préoccupé, eh bien, il y a beaucoup moins de glucose qui est disponible pour le cerveau pour qu'il soit performant, pour justement aller récupérer un mot, un souvenir ou quelque chose comme ça. Alors ça, ce sont 3 hypothèses. Les scientifiques n'ont pas tranché puisque c'est toujours en cours d'étude, donc affaire à suivre. Alors le deuxième bug dont je vais vous parler, c'est la sensation de déjà-vu. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations et à me dire « oh, c'est improbable, j'ai déjà vécu ce moment ». Mais genre c'est un truc, c'est inexplicable, c'est un truc qui est en moi et je me dis « mais je suis dans cette pièce-là avec les mêmes personnes et on parle de la même chose quoi ». C'est hyper particulier. Et après, donc forcément, j'ai cherché, je suis tombée sur des histoires assez folles, et notamment d'un jeune homme qui, lui, pour le coup, a une sensation de déjà-vu permanente, et en fait, il vit un calvaire. Dès qu'il lit un truc, dès qu'il voit un truc à la télé, il a l'impression de l'avoir déjà vu. Alors, la sensation de déjà-vu, c'est vraiment le dysfonctionnement de la perception que vous avez de la réalité et de la mémoire. Alors ici, plusieurs hypothèses. La première, elle concerne l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est la bibliothèque de votre cerveau. Il va intégrer toutes les informations, il va les stocker, il va les trier, il va même les indexer en famille pour qu'elles soient beaucoup plus faciles après à réutiliser. Et dans la sensation de déjà-vu, votre hippocampe, il s'embrouille. Il est hyper bouleversé pendant quelques secondes. C'est comme si en fait tu rapportes un livre à la bibliothèque et qu'on te dit mais merci mais je l'ai déjà en stock en fait ce livre. C'est exactement ce qui va se passer dans votre hippocampe. Pour définir la deuxième hypothèse, on s'est servi des patients épileptiques. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils font une crise d'épilepsie, la sensation de déjà-vu est annonciatrice de la crise. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques scientifiques qui se sont dit mais il y a forcément une zone dans le cerveau qui doit en être responsable. Cette zone, elle s'appelle la zone rhinale. Elle est située juste en dessous de l'hippocampe et son rôle, c'est d'intégrer toutes les nouvelles informations de votre environnement pour ensuite les fournir à votre hippocampe pour qu'il puisse les stocker comme on a vu avant.
Et donc, ils sont allés activer électriquement cette zone rhinale et ils ont pu recréer la sensation de déjà-vu. Pour eux, ce serait une piste cérébrale pour justement décrire cette sensation. Dans la troisième hypothèse, on s'est basé sur une étude qui date de 2016, dans laquelle des scientifiques ont voulu recréer artificiellement cette sensation de déjà-vu chez des patients. Il y avait 21 participants à qui on a fait apprendre une liste de mots qui étaient en rapport avec le sommeil. Ensuite, on a décidé de leur faire passer une imagerie fonctionnelle tout en leur posant des questions. La première question qu'on leur a posée, c'est de savoir est-ce que vous avez retenu un mot qui commençait par la lettre S? Aucun des participants ne se souvenait d'un mot qui commençait par la lettre S. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que vous avez retenu un mot qui est sommeil? Et là, la majorité des participants a répondu que oui, ils avaient eu l'impression d'avoir vu ce mot quelque part dans la liste qu'on leur avait donnée à apprendre. Et donc cette sensation de déjà-vu créée artificiellement chez ces patients, on a pu l'analyser avec justement l'imagerie cérébrale. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune des structures comme l'hippocampe dont je vous ai parlé tout à l'heure, la zone rhinale, qui était active. Au contraire, c'était les régions frontales du cortex qui étaient hyperactives et qui, elles, sont en charge de vérifier les faux souvenirs. Donc ça fait que dès qu'il y a un faux souvenir, elles envoient un signal pour dire qu'il y a vraiment un conflit avec l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc c'est une sorte de filtre contre les mauvais souvenirs et c'est plutôt une bonne chose à la limite d'avoir ces sensations de déjà-vu puisque ça signe quand même le bon fonctionnement de notre cerveau. Alors j'arrive au troisième bug et pour ça j'ai une question à vous poser. Préféreriez-vous avoir une mémoire normale et la capacité d'oublier des choses de temps à autre ou avoir une mémoire exceptionnelle sans la capacité d'oublier? Mais c'est-à-dire que vous n'oubliez rien. Les trucs positifs, les trucs négatifs, vous stockez tout. Alors, vous choisissez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous choisissez. Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez là-dedans. Et bien le fait d'avoir une mémoire exceptionnelle, ça s'appelle l'hyperthymésie. Et en fait, ça concerne une centaine de cas dans le monde. Si vous faites partie de ces 100 personnes, écrivez-nous surtout. En fait, dans l'hyperthymésie, ce qui va se passer, c'est que vous avez un emballement qui est pathologique de votre mémoire autobiographique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous souvenir de tout ce qui se rapporte à vous-même. Et ça, apparemment, depuis l'âge de vos 10 ans. Si vous avez plus de 10 ans mais que vous n'êtes pas capable de savoir ce que vous avez mangé il y a une semaine, vous ne souffrez pas d'hyperthymésie. Et dans tout ça, en fait, votre capacité à mémoriser est complètement normale, c'est juste la capacité de vous rappeler de vos souvenirs qui est extraordinaire. Les premiers cas qui ont été vraiment diagnostiqués datent quand même des années 2000 et ça me fait penser à un témoignage d'une dame qui s'appelle Jill Price qui a 48 ans. S'est dit qu'elle avait un problème, un petit dysfonctionnement de mémoire et elle a contacté un neurologue pour lui dire mais je crois que ça va pas. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'elle était hyperthymésique et que justement elle était capable de se souvenir de plein de choses à partir de l'âge de ses 14 ans. Et vraiment ce qu'elle rapporte elle, c'est que quand elle entend une date, elle voit le jour. C'est-à-dire qu'elle peut décrypter toute la journée qui s'est passée en rapport avec cette date. Ce qui est quand même un truc de malade. Moi, je serais incapable de vous dire le 16 mai 92 que j'étais en train de manger, avec qui j'étais et ce que je faisais, quoi. Alors effectivement, vous imaginez que par rapport à ces cas dans les années 2000, quand on découvre ça, il y a une émulsion scientifique autour de ces sujets, puisque du coup, on leur fait passer des tests de QI, on leur fait passer des quiz de mémorisation, on leur fait passer des imageries cérébrales, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'unité dans les résultats. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des structures anatomiques qui étaient plus ou moins grandes, qui avaient plus ou moins de matière grise quelque part, ou qui avaient peut-être des régions, notamment la région postérieure du cerveau, qui était un peu plus câblée en termes de neurones, mais rien de concret et rien d'unique et rien de redondant en fait dans les résultats. Et par exemple, en juin 2021, il y a un patient qui a 80 ans, chez qui on a étudié son hyperthymésie et qui a rien de tout ça. Tout va bien dans son cerveau. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir ce qui se passe et quelle partie est défaillante cérébralement. On met ça sur le compte d'une anomalie génétique puisqu'on n'est pas capable de dire autre chose. Ce qui est sûr et certain, si on arrive à savoir quelle zone du cerveau est hyperactive, ça va définir un potentiel de folie parce qu'on va pouvoir peut-être booster nos capacités de mémorisation, d'apprentissage sur des sujets qui ne sont pas hyperthymésiques. Donc vous imaginez les perspectives d'avenir qu'on mettrait en place pour des gens qui sont des gens comme nous, quoi. Ça voudrait dire que je pourrais apprendre une notif comme ça, quoi, en la lisant une fois. C'est pas mal, non? Mais alors attends, c'est pas fini. Sur le papier, ça a l'air d'être cool de se souvenir de tout, d'avoir une mémoire de malade, mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que vous vous souvenez de tout, mais y compris des expériences négatives. À la fin, c'est hyper lourd. Moi, je lisais des témoignages dans lesquels, en fait, les personnes sont sujettes à développer des troubles obsessionnels et des TOC, quoi, parce que c'est infernal de vivre avec que des expériences négatives, de se souvenir d'expériences négatives que vous venez de vivre, quoi.
C'est terminé pour les 3 bugs. C'est terminé, je viens de vous décrire 3 bugs de votre cerveau. Est-ce que vous avez un bug en particulier que vous aimeriez que j'approfondisse? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre tout ce dont on vient de parler? Si oui, commentaire, et surtout, même si vous ne souffrez pas d'hyperthymésie, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et je mettrai pas ça sur le compte d'intro de mémoire. Allez, à très vite.